Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse du trailer de Glass qui vient compléter la trilogie la plus inattendue sans doute de l'histoire du cinéma après Incassable en 2000 et Split en 2016, trois films qu'on doit bien sûr au réalisateur M. Night Shyamalan qui est capable aussi bien du pire que du meilleur. Alors oui, je sais bien, ne me jetez pas de tomates, ça ira comme ça. Beaucoup d'entre vous auraient souhaité une analyse du trailer de Shazam, de celui de Godzilla, de The Walking Dead saison 9, de la suite de la saison 5 de Viking, mais bon, il faut bien choisir, et là j'ai choisi un trailer assez intéressant sur un film qui a su piquer ma curiosité, et puis je n'exclus pas de traiter certains des sujets évoqués dans de prochaines vidéos. Avant d'aller plus loin, je vous recommande chaudement de voir Incassable ainsi que Split. Je vous recommande de les voir parce qu'ils valent le détour, mais aussi de les avoir vus avant de regarder la suite de cette vidéo. Et puis par prudence, je préfère à chaque fois le répéter, si vous faites partie de celles de ceux qui ne veulent rien savoir à l'avance d'un film, eh bien sachez que ce type de vidéo n'est vraiment pas fait pour vous. Dès son tout premier plan, ce trailer joue avec nos perceptions. On pourrait croire que les premières images de la psychiatre Ellie Staple correspondent au face-à-face avec les trois internés, mais en réalité, on comprend en regardant le décor au second plan qu'elle est alors dans la cellule de David Dunn. Ce qui m'amène directement au premier point de décryptage, le système, ou plutôt les systèmes de sécurité des différentes cellules, et si vous en êtes arrivé à ce point de la vidéo, c'est que vous avez déjà vu Incassable ou que vous vous en foutez, du coup je peux vous rappeler sans problème que la faiblesse, le point faible de David Dunn, c'est l'eau. Et ceux qui l'ont enfermé en ont parfaitement conscience puisqu'on distingue tout un système de tuyauterie permettant de l'arroser abondamment, voire de noyer la salle si elle est fermée de manière hermétique. Dans la cellule de Kevin Crumb, que la presse a surnommée la Horde du fait de ses 24 personnalités différentes, on distingue un système de projection lumineuse qui doit certainement avoir un effet troublant, voire hypnotisant sur sa psyché relativement fragile. Bon, il y a aussi une brosse à dents pour chaque personnalité, mais ça c'est directement repris de Split. Quant à la cellule d'Elijah Price, pas de système spécifique car l'asile commet évidemment l'erreur de le sous-estimer du fait de son ostéogenèse imparfaite ou maladie des os de verre. Pourtant je pense qu'il sera le premier à sortir, mais je vais y revenir. Deuxième décryptage avec un double D comme David Dunn. David Dunn est donc le héros au centre d'Incassable. Le trailer nous rappelle que l'événement fondateur de sa révélation est sa survie au déraillement d'un train. Il me semble intéressant de souligner que le doublement de la consonne entre le prénom et le nom David Dunn est assez typique d'un bon nombre de super-héros qui ont été créés notamment par Stan Lee, avec Peter Parker, Reed Richards, Matt Murdock ou encore Bruce Banner. Évidemment, il y a des exceptions à cette règle. David Dunn est doté d'une force surhumaine, comme le rappelle sa capacité à pousser plusieurs policiers en même temps, ou encore à tordre une barre d'acier pour les enfermer dans un container, certainement pour les protéger de la bête. Il est aussi extrêmement résistant aux coups et blessures, et enfin capable de ressentir les actes véritablement graves et malveillants commis par les personnes qu'il touche. C'est parti pour le troisième point de décryptage, avec le rôle des couleurs dans cette bande-annonce, et là je vous préviens, c'est du sérieux. Les premières images de la psychiatre sont donc un dialogue avec David Dunn, remarquez d'ailleurs au passage comme ses cheveux semblent encore un peu humides, comme s'ils avaient été vaguement épongés après une grosse averse. Toutefois, l'image marquante du début de ce trailer reste bien sûr celle d'Elijah Price, Kevin Crumb et David Dunn assis côte à côte. À chaque personnage est associé une couleur, il s'agit du pourpre pour Price, du jaune pour Crumb et du vert pour Dunn. Ces couleurs sont non seulement visibles sur leurs vêtements, mais on les retrouve aussi en dominante dans certaines scènes qui les concernent directement, notamment celle-ci avec la bête qui semble rencontrer un sans-abri qui risque fort de finir en casse-croûte. On remarquera que la couleur dominante de la scène des trois chaises de l'asile semble déjà indiquer que le machiavélique Elijah Price contrôle la situation. Par ailleurs, il est amusant de constater que David Dunn, le seul personnage qu'on sait animé de bonnes intentions, est justement celui solidement enchaîné au sol. Pour terminer de vous convaincre sur les couleurs, si vous aviez encore un doute, elles sont très clairement représentées dans les rayons de comics, avec le vert pour la section héros et le pourpre pour celle des vilains. En réalité, il y a encore beaucoup à dire sur le rôle des couleurs, mais j'y reviendrai vers la fin de la vidéo pour vous faire exploser le cerveau. À ce moment-là, oui, il faut que je sois un petit peu malin, parce que si je le fais tout de suite, forcément vous n'aurez pas le temps de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce en l'air, donc je vous ménage. Mais passons maintenant au quatrième décryptage qui concerne la chronologie des événements qui nous sont montrés dans cette bande-annonce. Évidemment, la chronologie des événements est volontairement trouble, mais a priori, il me semble bien que David aura été déjà confronté à Kevin avant qu'il ne se retrouve enfermé dans le même asile. On peut voir David qui cogne l'épaule de Kevin et qui a de toute évidence une vision. Lorsqu'on voit les 4 cheerleaders, ou les majorettes si vous préférez, séquestrés par Kevin, on constate ensuite que c'est bel et bien David Dunn qui vient à leur secours.
En observant le pantalon porté par Kevin et au vu de la ressemblance des lieux, leur première chute ensemble dans une étendue d'eau correspond à la suite de cette confrontation. On peut supposer que c'est alors que la police intervient, peut-être même informée par David, et il est probable que l'arrestation de Kevin survienne peu après ce moment. On peut apercevoir la psychiatre Ellie Staple sous la pluie qui demande aux policiers de ne pas tirer. On peut supposer que son premier dialogue avec David Dunn dans la cellule y fait suite presque directement, ce qui expliquerait ses cheveux encore humides. On remarque qu'à l'asile, on a laissé à Kevin son pantalon de survêtement flashy, sans doute pour faire plaisir à l'une de ses personnalités. Donc en résumé pour la chronologie, il y aura déjà eu une confrontation entre David et Kevin autour des majorettes que David a sauvées. Ensuite, il se retrouve enfermé à l'asile, il s'échappe d'une façon ou d'une autre, sans doute par la faute de Mr. Glass, mais on va y revenir. Et après, pour le dernier acte, eh bien, c'est le mystère. Pour ce 5e point de décryptage, je vous propose d'étudier ensemble ce que Elijah Price, alias Mr. Glass, manigance. Le seul pouvoir de Mr. Glass est son intelligence hors norme, mais c'est sans doute le plus dangereux de tous les pouvoirs. Le trailer semble nous dire qu'il sera capable de sortir de sa cellule à son bon vouloir, aussi bien avec les plans de ce qu'il est en train de bricoler, qu'avec celui de l'ombre de son fauteuil dans le couloir de l'asile. De toute évidence, il va consulter le dossier psychiatrique de Kevin et parvenir à entrer en contact avec la bête pour en faire son allié. Et oui, comme tout grand méchant de comics qui se respecte, Mr. Glass a besoin d'un autre vilain assez brutal et puissant physiquement pour se salir les mains à sa place. En réalité, si on est objectif, il n'y a aucun allié pour Elijah Price, il n'y a que des pions sur le grand échiquier de son jeu de manipulation, et pour lui, la bête ne sera qu'un animal, un chien de chasse. Cette relation est mise en évidence d'abord quand la bête vient le renifler quand ils se rencontrent, et surtout quand il semble lâcher son chien pour une promenade lorsqu'on voit la bête courir comme un guépard. Alors évidemment, dans ce type de relation, le risque pour Elijah Price, c'est que la bête prenne conscience de ce rapport de supériorité et qu'elle se retourne contre lui. Quoi qu'il en soit, au-delà, l'objectif de ce vilain de Mr. Glass est clairement de révéler au monde l'existence d'êtres exceptionnels, et même s'il ne survivait pas à ce film, je suis convaincu qu'il parviendra à ses fins. 6e point de décryptage, avec le rôle des proches, et notamment le fils de David et la mère d'Elijah. La psychiatre a donc décidé de faire venir des proches de ceux qu'elle considère comme se prenant pour des personnages de comics. On remarquera que ce sont les mêmes acteurs que dans Incassable, 18 ans plus tard. Du côté de Madame Price, la mère d'Elijah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir à trouver. Eh oui, Mr. Glass est irrémédiablement corrompu, il a accepté depuis bien longtemps sa nature de méchant, de vilain, et il a orchestré, sans l'ombre d'un remords, de nombreux accidents qui ont causé des milliers de morts. Mais toutefois, il me semble vraiment intéressant de revenir à une scène fondatrice d'Incassable, et qui nous montre que, de manière indirecte, Madame Price, la mère d'Elijah, pourrait bien être à l'origine de tout. En effet, c'est elle qui offre à son fils, dans un papier pourpre, on le remarquera, un numéro d'Active Comics qui raconte le combat du héros contre Jaguaro. Remarquez les couleurs, le vert pour le héros, le jaune pour Jaguaro, et évidemment Jaguaro correspond à la bête et le héros en vert à David Dunn. Je pense que vous voyez déjà où je veux en venir, et oui, c'est peut-être la couverture de ce comics collector qui a fait germer l'idée dans le cerveau malade d'Elijah Price de confronter le héros à la bête. Le cas de Joseph Dunn, le fils de David, est assez intriguant. Quand on le voit à l'extérieur, on constate qu'il porte un blouson vert, ce qui laisse sous-entendre qu'il est clairement du côté héroïque. Mais reste à savoir à quel point il est impliqué dans la vie de son père, qui, depuis les événements d'Incassable, a de toute évidence continué à combattre les criminels de façon illégale. Il est sans doute devenu une sorte de légende urbaine, je ne sais pas si c'est lui qu'on aperçoit sur l'écran de l'adolescent, mais ce qui est sûr, c'est que la forme encapuchonnée s'effondre au sol. Quoi qu'il en soit, on se demande forcément quel lien Joseph a pu conserver avec son père et s'il a le moindre rapport avec ce personnage qu'on voit de dos dans le magasin de comics. Évidemment, Casey Cook, personnage essentiel de Split et seule rescapée de la Horde, est présente elle aussi, mais je reviendrai plus en détail sur elle et son rôle majeur. Ce 7e point est consacré au décryptage de la signification de la bande dessinée qui apparaît dans le trailer, et je pense que vous n'allez pas être déçus. Dans le trailer, on cherche à nous faire croire que c'est Elijah Price qui regarde une bande dessinée. Ces 2 pages de comics ont été créées spécifiquement pour le film et forcément elles sont révélatrices. On peut y voir une sorte d'homme bestial qui rappelle directement la bête qui sommeille en Kevin. Le parallèle est particulièrement évident entre cette case et la scène de Split où la bête tord des barreaux. Toutefois, ce qui est marquant, c'est que la bête semble avoir un rôle plutôt héroïque dans cette double page. Il est vraiment difficile de tout déchiffrer, mais la bête semble faire référence à des expériences auxquelles elle et sans doute l'autre créature aux yeux jaunes auraient été soumises. Assez clairement, la bête met en fuite la créature aux yeux jaunes qui terrorisait une femme. Et je vous disais que le montage du trailer cherchait à nous faire croire que c'était Elijah Price qui regardait cette BD, mais les mains nous indiquent qu'il s'agirait plutôt d'une femme ou d'un enfant. On voit aussi au sol un sachet pourpre. Là, je vais plutôt partir dans les devinettes et je peux évidemment me tromper, mais je me demande si cette scène ne correspondrait pas à un indice pour nous dire que c'est, dès le départ,
Mr. Glass qui aurait mis entre les mains de Kevin jeune cette bande dessinée ou ces différentes bandes dessinées pour le pousser à devenir un super, que ce soit du côté héros ou vilain, mais seul le film nous le dira. Passons au 8e point de décryptage qui est consacré au personnage mystérieux. En effet, cette bande-annonce met en scène un mystérieux jeune homme ou adolescent qu'on voit à différentes reprises. D'abord dans un magasin de comics, alors qu'il semble hésiter entre le rayon des héros et celui des vilains, ce qui nous donne un message assez clair quant à sa propre hésitation sur ce qu'il pourrait faire de ses potentielles capacités. En effet, je crois que c'est lui qu'on voit très rapidement, d'abord dans une sorte d'escalier de métro, et surtout par la suite alors qu'il semble se réceptionner après un saut tout en agressant apparemment un passant. Pour l'instant, l'hypothèse qui me semble la plus probable concernant ce personnage, c'est qu'il représente tous ces gens que Mr. Glass veut révéler à eux-mêmes d'abord et au monde, et qui ont des capacités un petit peu hors du commun. 9e point de décryptage, le rapport entre Ellie Staple, la psychiatre, et les pouvoirs. Je suppose que comme moi, vous vous posez la question de l'éventuelle introduction de nouveaux personnages ayant des pouvoirs dans ce film, et du coup la nature de la psychiatre Ellie Staple a de quoi intriguer. Il y a notamment un plan qui semble révélateur et qui nous montre la psychiatre dans un magasin de comics. Il y a 2 éléments essentiels à remarquer ici. D'une part, les comics sur le mur sont des Strange Tales, et on peut notamment y deviner Doctor Strange contre Dracula. Toutefois, les comics ne s'arrêtent pas à Marvel, et la multiplication du mot Strange pourrait être une subtile référence au Dr. Hugo Strange, un personnage de l'univers DC et un adversaire notamment de Batman. En résumé, si vous ne le connaissez pas, Hugo Strange est un psychiatre obsédé par Batman, par l'étude de son cas et la possibilité de le discréditer ou encore de prendre sa place. Voilà des pistes éventuellement intéressantes pour Ellie Staple. Deuxième élément essentiel, c'est bien sûr la façon dont on voit la doctoresse sur l'image, par l'intermédiaire du miroir légèrement déformant qui semble venir accentuer la taille de son crâne. Or, rappelez-vous, c'est Elijah Price en personne dans Incassable qui nous expliquait que souvent les illustrateurs, les dessinateurs ont tendance à un peu accentuer les proportions des personnages de vilains avec une tête un peu plus grosse qu'elle ne devrait l'être. Au passage, Ellie Staple est interprétée par Sarah Paulson, notamment connue pour ses rôles dans Deadwood ou encore American Horror Story. 10e et dernier point de décryptage qui est centré sur le rôle de Casey Cook. Vous l'aurez sans doute deviné, si je termine avec le rôle de Casey Cook, c'est parce que je pense qu'il sera véritablement déterminant et justement le trailer est assez malin pour la laisser plutôt en retrait. Et puis bon, faut avouer aussi que quand on a Bruce Willis, James McAvoy et Samuel L. Jackson, forcément on les montre. Casey c'est donc la seule rescapée parmi les 3 filles qui avaient été enlevées par Dennis / Kevin / qui vous voulez. En tant que spectateur, en regardant Split, on savait déjà que Casey faisait l'objet de maltraitance par la faute de son oncle, mais dans le film Split justement, Kevin, ou plutôt la bête, en prend conscience et du coup il la juge pure contrairement aux autres car elle semble avoir autant souffert que Kevin. D'ailleurs au passage on retrouve dans le trailer les marques des tirs de Casey sur le corps de Kevin. Mais surtout Casey a été la seule à pouvoir créer un lien aussi rapidement avec Kevin en passant tout d'abord par Hedwig, sa personnalité de petit garçon. Et le trailer nous la montre qui franchit la limite de sécurité et saisit la main de Kevin, ce qui est une marque de courage extrême et de profonde empathie. Rappelez-vous de la fin de Split qui nous laissait supposer que Casey s'apprêtait à dénoncer les abus commis par son oncle policier et du coup on peut supposer qu'elle a fini par se sortir de ce cycle de traumatisme et il paraîtrait assez logique qu'elle veuille aider Kevin à s'en sortir également. Et là, les couleurs, et oui, vous les attendiez, reviennent jouer un rôle fondamental dans un unique plan assez génial qu'on doit à monsieur M. Night Shyamalan. Casey marche dans le couloir de son établissement scolaire sans doute, derrière elle à gauche un tableau bleu, même si elle ne le sait pas encore, le bleu est sa couleur je pense. À droite, un tableau jaune qui correspond à la couleur de Kevin et surtout à celle de la bête. Que se passe-t-il quand on mélange du bleu et du jaune? On obtient du vert. Et ce vert, on le devine justement sous la couche de jaune du tableau de droite. Et oui, en suivant cette logique des couleurs et de leur mélange, pour moi, Casey jouera un rôle déterminant dans la transformation de Kevin en héros. Bon, je constate que certains, notamment deux au fond là, ne sont pas totalement convaincus, du coup je vous propose d'aller rejeter un œil sur la blouse que porte Kevin à l'asile. Alors oui, elle est jaune cette blouse, mais regardez, est-ce que ce ne serait pas un petit liseré vert qu'on aperçoit? Enfin, quelques dernières remarques sur les noms. Ellie Staple, Staple signifie agrafe. Que fait une agrafe? Elle réunit des pages pour former une histoire, comme elle réunit les personnages centraux. Kevin Crumb, Crumb c'est une miette, ce qui parle de sa nature véritable dispersée en petits morceaux. D'ailleurs, il est important de se rappeler que Casey est la seule à connaître le véritable nom de Kevin, ce nom que sa première psychiatre, qu'il a lui-même tué dans Split, lui avait laissé dans une enveloppe pour tenter de l'atteindre plus profondément. Mais au fait, c'est quoi le nom de famille de Casey? Casey Cook, et que fait la cuisine sinon transformer des ingrédients en quelque chose de meilleur? C'est ce qu'elle fera, j'espère, avec les miettes de Kevin dans ce film attendu pour janvier 2019.
Hop 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 hop, mais partez pas comme ça là, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien rater de ce que je vous prépare, de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et si jamais ce t-shirt Predator de la mort qui tue vous fait envie, eh bien vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi beaucoup m'aider en regardant des pubs gratuitement sur Utip, il y a le lien dans la description, ou encore en me soutenant sur Tipeee. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi jusqu'ici, et je sais, je parle souvent de ces trucs, mais si je n'en parle pas, les gens n'y pensent pas. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!